Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc Coles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bourgmestre faisant fonction d'Uccle et maire. Et évidemment, c'est la question à vous poser. Vous êtes devenu bourgmestre faisant fonction ce week-end suite à la démission d'Armand de Decker. Qu'est-ce qui a poussé Armand de Decker à démissionner ce week-end? Quel a été le déclic? Je pense que c'est la pression médiatique samedi matin qui était très forte. Les déclarations de deux présidents de partis qui font partie de la coalition communale. Donc Olivier Maguin et Benoît Ludgen. Tout à fait. Et il m'a clairement indiqué que lui voulait garantir une gestion sereine de la commune jusqu'aux élections et éviter toute gestion par à-coups, toute incertitude. Et donc il a pris cette décision dans l'intérêt du bon fonctionnement de la commune. Donc ce n'est pas un aveu de culpabilité, cette démission? Pas du tout. D'ailleurs, si vous avez lu son communiqué, il a très clairement dit qu'il estimait qu'il n'avait rien du tout à se reprocher dans le dossier dit du Kazakh-Gate. Et d'ailleurs, la conséquence aussi de sa démission comme bourgmestre, c'est que quelque part, il va probablement avoir plus de temps aussi pour assurer sa défense dans ce dossier. À Uccle, on lui reste fidèle, d'après ce que j'entends. Mais je pense qu'Armand de Decker a été bourgmestre pendant 10 ans. Il a mené beaucoup de dossiers. Un de ses derniers dossiers dont il est l'initiateur, c'est la nouvelle maison communale qui va être réalisée en 2019 rue de Stahl. Le dossier du Kazakh-Gate est un dossier qui est tout à fait extérieur à la gestion communale. Il y a une présomption d'innocence. Je pense qu'il a pris le choix qui s'imposait, qui était devenu indispensable, vu le contexte médiatique, ce qui lui rendait difficile de pouvoir continuer à exercer sereinement ses fonctions. Il l'a fait dans l'intérêt de la commune. Est-ce qu'il a pris cette décision trop tard, selon vous? Ou bien dans un bon timing? On peut discuter s'il aurait dû le faire il y a quelques mois ou pas, mais je pense que non, la décision est venue dans le contexte que j'ai évoqué. Je crois qu'on est à 15 ans. Pas 15 ans, mais on est à 15 mois des élections communales, ça permet effectivement de continuer la gestion sérieusement d'ici les élections. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais au sein du MR, le ressentiment a l'air d'être grand, surtout en privé, contre Armand de Decker. Et là, il y a David Clérinval, un député wallon qui s'est lâché ce matin dans la Libre. Il est membre de la commission Kazakh-Gate, donc il connaît bien le dossier. Et alors, il dit « La vénalité de Decker, c'est tout l'EMR qui est en train de la payer. » Et il ajoute « Le Kazakh-Gate, c'est plutôt un De Decker-Gate. » J'en suis entendu parfois parler de Diamond Gate, que c'était pour les diamantaires anversois qu'on avait fait la loi. Moi, je ne connais rien du dossier que ce qui en est publié dans la presse. Et pour l'image du MR. Et pour l'image du MR, c'est clairement mauvais. C'est très clairement mauvais. Et les affaires qui se multiplient, le SAMU social public, tout cela est extrêmement mauvais, bien entendu. Mais je pense qu'il faut quand même faire parfois une différence. Et je n'aime pas le mot de David Clérinval de vénalité. Vous trouvez que ça ne correspond pas à Armand de Decker? Non, la question qui se pose dans le cas d'Armand de Decker, et ça sera le travail de la commission d'enquête notamment, de le dire, c'est la question de la déontologie. Je pense qu'il y a deux choses différentes, de savoir si les actes sont légaux ou illégaux, et il y a la déontologie, qu'est-ce qui est compatible ou pas avec l'exercice d'un mandat public. La vénalité, ça veut carrément dire qu'on est corrompu. Ça, je ne crois pas que c'est le cas d'Armand de Decker. Alors, autre démission ce week-end, celle de Jean-Luc Van Raas. Il a démissionné dimanche. Il était président du CPS. Il était aussi membre du comité de direction de la Société régionale d'investissement bruxellois. Est-ce qu'il était un président du CPS à 100%? Ce qui cumulait là, deux boulots. Oui, pas qu'il était à 100% président du CPS, mais en tout cas, il passait un temps important. C'est un homme qui a une force de travail considérable et c'est vraiment une démission que je regrette. Parce que c'était un excellent président du CPS qui a donné beaucoup d'impulsion au CPS Duc. Nous sommes un CPS pilote à Bruxelles, ça ne se sait pas, mais dans beaucoup de domaines. Par exemple, Uccle est une des 2 seules banques alimentaires de toute la région bruxelloise. C'est géré par le CPS Duc. On pourrait citer ainsi de nombreux exemples. Il ignorait visiblement, en tout cas, il ne le sait que depuis quelque temps, qu'il y avait une incompatibilité dans le statut. C'est curieusement peut-être Échevin et membre du comité de direction de la SRIB, pas président du CPS, qui est un statut pourtant équivalent à Échevin.
il a décidé de choisir de rester à la SRIB et de démissionner de son mandat de président du CPS. Il faudra dès lors non seulement confronter à la nomination d'un nouveau bourgmestre, mais aussi nommer un nouveau président du CPS. Oui, avant ça, je voudrais revenir justement sur les raisons de sa démission. Si on regarde dans le Moniteur, il y a effectivement un article dans les statuts de la SRIB, l'article 27, et quand on lit le dernier paragraphe, il est là, on dit on ne peut pas exercer un mandat de membre de Parlement et on ne peut pas effectivement être député permanent, bourgmestre ou président de CPS. Et là, il s'agit des administrateurs. Comment ça se fait que ce texte, qui date de 2012, apparemment, il n'est connu ni de vous, à Uccle, ni de la SRIB dans son organisation, ni du gouvernement bruxellois, ni des parlementaires. On fait des statuts pour que personne ne les lise. À Uccle, c'est tout à fait normal. Je vous avoue, je ne connais pas non plus les statuts de la STIP, ni de tous les pararégionaux bruxellois. C'est beaucoup plus surprenant dans le chef de la SRIB. La SRIB fait signer à peu près au même moment un contrat à Jean-Luc Van Raas. Cette institution n'a pas de juriste, n'a pas de consultant, ça interpelle aussi sur sa gouvernance. Il lui fait signer un contrat qu'elle n'aurait pas dû lui faire signer, semble-t-il. C'est extrêmement curieux, effectivement. Et Jean-Luc Van Raas dit qu'il n'a été mis au courant qu'il y a 6 mois. Voilà, tout à fait. Et qu'il demandait encore un avis juridique sur la chose. Alors quand on lit les statuts, ça a l'air clair. Oui, sauf que les présidents de CPS sont juridiquement assimilés à des GHV, sont même considérés à Bruxelles parfois comme des membres. Ils sont membres du collège, entre parenthèses. Ils peuvent venir à toutes les réunions du collège. Ils reçoivent d'ailleurs les convocations du collège. Donc, ça, c'est une question juridique. Mais je pense que Jean-Luc Van Raas est plus une victime dans ce dossier. Et en tout cas, ce n'est pas lui qui est responsable. On lui a fait signer un contrat. On n'aurait sans doute pas dû lui faire signer, ou en tout cas en lui présentant clairement les conséquences. Alors, c'est une victime de la pression médiatique ou des ennemis politiques? Parce que là, on voit toutes les affaires maintenant. C'est aussi dû quand même à une étrange vision de son métier de parlementaire ou de représentant politique. Je ne parle pas de lui en particulier, mais de manière générale, non? Clairement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu un certain nombre de scandales auxquels il ne faut pas épiloguer, il n'y a pas de discussion comme Publifin ou le SAMU social, mais on a un peu l'impression aussi que maintenant qu'on fait une chasse aux sorcières et qu'on veut faire passer tous les responsables politiques pour des gens critiquables, ceux qui ne le sont pas. Leur très grande majorité se dévoue complètement pour l'intérêt général. Oui, mais comment faire la différence? Comment faire la différence entre le bon grain et l'ivraie? Comme on dit, il faut peut-être publier le cadastre. La ville de Bruxelles a fait un cadastre, Watermal-Boisfort a fait un cadastre. Uccle aussi, vous pouvez le consulter sur en tout cas les rémunérations des membres du collège et du conseil communal sont sur le site internet. Une résolution a été votée pour aussi faire un cadastre complet, donc il sera aussi prochainement publié. Et je pense que c'est une des premières méthodes. Il faut la transparence. Que comme élu, vous ayez des rémunérations quand vous consacrez un temps important, dans mon cas parfois plus de 12 heures, parfois 15 heures par jour, quelque part vous devez aussi avoir une rémunération, mais ça doit se faire dans la transparence. Tout le monde doit pouvoir connaître ce que vous gagnez, et la transparence, ça évite beaucoup de travers. Alors venons-en à Uccle. Maintenant c'est clair, vous êtes bourgmestre faisant fonction. Apparemment il y a un accord pour que ça aille jusqu'aux élections de 2018. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui sera tête de liste en 2018 ou qui sera bourgmestre après les communales? Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce sera Didier Renders? Est-ce que ce sera Boris Diliès? Petite précision, actuellement j'exerce la fonction de bourgmestre jusqu'à ce qu'un nouveau bourgmestre soit nommé. D'ici sa nomination, qui va prendre un certain temps, parce qu'il y a une procédure légale à suivre, donc on est vite à 2 mois, et jusqu'aux élections communales. J'espère que ce sera moi. Il peut y avoir d'autres candidats. Donc il y aura une réunion du groupe MR qui devra à un moment donné trancher. Mais donc c'est cette semaine, hein? Cette semaine, la semaine prochaine. Enfin, un agenda doit encore être arrêté. Donc aujourd'hui, je suis bourgmestre en fonction. J'espère que le groupe MR m'apportera son appui et me désignera, mais il y en a d'autres aussi qui aimeraient bien assumer cette responsabilité. Donc il faudra voir quels sont les choix qui se feront d'ici les élections communales. Mais je trouve normal, ayant déjà remplacé régulièrement, il y a encore 4 mois en début d'année, Armand de Decker, connaissant très bien les dossiers de la commune, effectivement, que j'assure jusqu'aux élections communales le rôle de bourgmestre. Maintenant, en ce qui concerne l'après, il avait été convenu à l'unanimité de la section locale une procédure qu'on se verrait au mois de septembre
pour essayer de voir si on peut mettre sur pied une équipe, hein, avec toutes les personnalités. Elles sont nombreuses, hein, vous en avez cité, Didier Reynders, Boris Deliès, et aussi tous mes autres collègues échevins, de nombreux conseillers communaux extrêmement actifs, créer une équipe unie et soudée qui se présenterait avec un programme devant les lecteurs. Et ça, c'est pour septembre. Pour vous, il n'y a pas de raison de faire ça plus rapidement? Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement, sans trop attendre, ça peut prendre quelques semaines éventuellement, ou quelques jours, on verra. Il faut à un moment donné dire très clairement qui est bourgmestre en titre jusqu'aux prochaines élections communales. Et puis, il faut calmement réfléchir à l'avenir et préparer une équipe, d'autant plus qu'il y a aussi un certain nombre de questions qui ne sont pas encore aujourd'hui tranchées. Est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il n'y aura pas une loi anti-cumul concernant la fonction de bourgmestre? Ça peut aussi changer les cartes. Et donc, il faut peut-être laisser un petit peu de temps au temps. Donc, quand on regarde les situations des uns et des autres, vous êtes bourgmestre aujourd'hui à temps plein. Vous n'avez plus. Vous avez été député, mais vous ne l'êtes plus. Non. Boris Deliès, lui, il est député et échevin. Oui. Et Didier Reynders est conseiller communal et ministre. Donc, s'il y a cumul, effectivement, là, vous êtes celui qui s'en sort le mieux, normalement. C'est vrai, maintenant, d'autres peuvent faire des choix aussi de démissionner de leur fonction. Mais mon sentiment et la sagesse, moi je suis partisan à ce qu'on ne cumule pas dans des très grandes communes une fonction de bourgmestre et une fonction de parlementaire. Verra ce que le législateur décide, si les règles changent ou pas, mais c'est au moins, avant de constituer notre liste et de faire les choix, de connaître les règles du jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, en matière de règles du jeu, quelle est aujourd'hui la bonne règle du jeu pour choisir un bourgmestre? Parce qu'on a vu en région wallonne, on choisit celui qui a fait le plus de voix dans la liste majoritaire. À Bruxelles, ce n'est pas la règle. Donc, on a l'impression que c'est un peu dans les couloirs ou derrière des portes closes. Dans le cas ici, Boris Deliès, ça fait plus de voix que vos élections. Donc il y aurait une certaine logique à ce que ce soit lui le bourgmestre. Quels sont les autres critères qui doivent intervenir? Didier Reynders, ça fait plus de voix que Boris Deliès. Donc ça devrait être. Et aux élections précédentes, 6 ans avant, j'avais fait plus de voix que Boris Deliès. Mais les élections n'ont pas eu lieu aux élections communales en disant vous choisissez votre candidat bourgmestre. Ça peut se faire. C'est le système wallon-wallon, les règles du jeu sont précises. Moi, j'ai choisi de suivre des dossiers, d'avoir des échevinats difficiles comme l'échevinat de l'urbanisme. Actuellement, le système n'est pas bon à Bruxelles, il est le même qu'en Flandre d'ailleurs, avec toutes les difficultés qu'on voit de la nomination d'un bourgmestre à Linkeby. Et donc, à un moment donné, les règles du jeu devraient être clarifiées, parce qu'en plus, c'est une nomination. Ce n'est même pas le conseil communal, contrairement aux échevins. Donc, ce n'est même pas le conseil communal qui choisit le bourgmestre. Donc, parfois, les choses peuvent traîner. Et on voit au gouvernement flamand comment on bloque les choses. Dans les années 30, à Bruxelles, un bourgmestre présenté par la majorité communale n'a pas été nommé. C'est un bourgmestre d'un parti de l'opposition qui a été nommé par le gouvernement à l'époque, M. Debu. Donc, tout cela est des situations. Donc, il faudrait soit une élection d'un bourgmestre par le conseil communal, clairement, ou soit un système, c'est le système préférable, où il y a, un peu comme en France, où les électeurs choisissent le bourgmestre. Alors c'est clair, on sait qui est candidat bourgmestre, et les électeurs choisissent. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce type de système. On verra comment ça évolue dans les semaines à venir. Merci Marc Holz, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée. Merci à vous.